Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait pousser un père à rester là, souriant, pendant que sa femme humilie publiquement sa propre fille lors de son mariage? Ma belle-mère a délibérément versé un verre entier de vin rouge sur ma robe de mariée à 15 000 € devant 350 invités de l'élite parisienne, en riant tout en disant « Oups, maintenant tu es assorti au destin de ta mère ». Les taches cramoisies se sont répandues sur la soie blanche comme du sang, tandis que Mon père a réellement gloussé, mais ce que Victoria ne savait pas, c'est qu'elle venait de déclencher la destruction totale de tout ce qu'elle m'avait volé. Les 5 mots du directeur de l'hôtel au micro allaient transformer leur moquerie en panique. Le secret que ma défunte mère avait caché pendant 8 ans était sur le point de faire surface. Et l'empire qu'il pensait contrôler. Il était déjà à moi. Bonjour, je m'appelle Éléonore Dubois, j'ai 28 ans, et voici l'histoire de la façon dont le jour de mon mariage est devenu le retournement de situation publique le plus dévastateur de l'histoire de la haute société française. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Pour comprendre ce qui s'est passé cet après-midi d'octobre au Ritz, place Vendôme, vous devez connaître l'empire de la famille Dubois. Mon père, Richard Dubois, a transformé Dubois Construction d'une petite entreprise de bâtiment en une société de 45 millions d'euros avec plus de 200 employés. Depuis 15 ans, il est le roi du BTP parisien, avec des connexions s'étendant à tous les conseils d'administration et les cercles privés de la capitale. Ma mère, Hélène, est décédée quand j'avais 20 ans. Il y a 8 ans maintenant, elle était le cœur de notre famille, celle qui gardait mon père ancré dans la réalité. Mais seulement 2 ans après que le cancer l'ait emporté, Victoria est entrée dans nos vies. Là où maman était chaleureuse et authentique, Victoria n'était qu'angle vif et marque de créateur. Elle évoluait dans la société parisienne comme un requin dans l'eau, toujours à la recherche du prochain symbole de statut à dévorer. Et moi, je suis devenue invisible. Malgré mon diplôme d'architecte de l'École spéciale d'architecture et mon poste dans un petit cabinet où je gagnais 60 000 € par an, aux yeux de mon père, je n'étais qu'une employée de bas étage qui avait besoin de corrections constantes. Chaque dîner du vendredi dans leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine me rappelait ma place dans la nouvelle hiérarchie familiale. Victoria dépensait 50 000 € par mois lors de ses virées shopping avenue Montaigne. J'avais vu les relevés de cartes de crédit qu'elle laissait négligemment traîner. Pendant ce temps, elle faisait des remarques cinglantes sur mes robes Zara et mes chaussures ordinaires. « Éléonore, ma chérie, disait-elle en examinant son nouveau sac Hermès à 35 000 €. Tu es une Dubois. Ne devrais-tu pas t'habiller comme telle? Le pire? » Mon père approuvait. « Tu devrais apprendre de Victoria comment te présenter, ma puce. L'image compte dans notre monde. » Dans leur monde? Peu importe. J'étais le fantôme à leur festin, le rappel d'un passé que Richard voulait oublier. Ces dîners du vendredi étaient des exercices d'endurance. 3 semaines avant mon mariage, j'étais assise à leur table en marbre italien importé, poussant le saumon dans mon assiette, tandis que Victoria tenait court sur son dernier triomphe. Un gala de charité où elle avait surenchéri sur la femme du maire pour un collier Cartier. 28 000 €, annonça-t-elle en touchant les diamants à sa gorge. Patricia de Montmorency était absolument verte de jalousie. Vous auriez dû voir son visage quand j'ai levé ma main. Richard la regardait avec admiration. « C'est ma fille, ça. Montre-leur de quel bois se chauffent les Dubois. » Je suis restée silencieuse comme toujours. Mais ce soir-là, Victoria a tourné son attention vers moi. « Éléonore, chérie, qu'est-ce que tu vas porter au gala de l'Opéra Garnier le mois prochain? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas encore une de ces choses. » Elle fit un geste vague vers ma robe, une simple robe fourreau, noire, que je trouvais professionnelle. Je ne comptais pas y assister, dis-je doucement. Ne pas y assister? La fourchette de Richard cliqueta contre son assiette. C'est l'événement mondain de la saison. Tous les grands promoteurs immobiliers seront là. J'ai une échéance de projet. C'est exactement ça ton problème, interrompit Victoria, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Tu te caches derrière tes petits dessins pendant que les vraies affaires se traitent lors de ces événements. Pas étonnant que tu sois toujours coincé dans ce cabinet sans nom. Le cabinet Martin est respecté? Par qui? Je n'ai jamais entendu personne mentionner leur nom au cercle interallié. Elle se tourna vers Richard. Honnêtement, chérie, parfois je me demande si Éléonore veut même faire partie du succès de cette famille.
La mâchoire de Richard se serra. « Ta mère serait déçue, Éléonore. Elle comprenait l'importance des relations. La cruauté d'invoquer la mémoire de maman pour soutenir l'agenda de Victoria me donna la nausée. Mais j'ai juste hoché la tête, ravalé ma colère et compté les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Pourquoi continuais-je à revenir? C'est ce que je me demandais chaque vendredi soir. L'humiliation finale est arrivée 2 semaines plus tard. Dubois Construction avait décroché un projet d'hôtel de 120 millions d'euros à La Défense. Le plus grand de l'histoire de l'entreprise. J'avais passé plus de 200 heures à créer une proposition de design sur mon temps libre, intégrant une architecture durable avec l'esthétique parisienne moderne. C'était ma chance de prouver ma valeur au-delà de mon nom de famille. La réunion du conseil d'administration était prévue mardi à 14 heures. Je suis arrivée tôt, mon portfolio et mes supports de présentation parfaitement préparés. Mais quand je suis entrée dans la salle de conférence, Victoria était déjà là, discutant avec les membres du conseil comme de vieux amis. « Oh, Éléonore, dit-elle, me jetant à peine un regard. J'ai bien peur qu'il y ait eu un changement. Nous avons décidé de confier le projet à l'équipe de design de Hartman International à la place. Mais le conseil devait examiner ma proposition. Ma chérie, c'est un vrai projet, pas un devoir d'école. Elle sourit aux membres du conseil qui se tortillaient inconfortablement. Je suis sûre que tes petits croquis sont charmants, mais Hartman a de l'expérience avec les propriétés de luxe. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu conçois des logements sociaux, si. Sympathique. J'ai regardé mon père, qui était assis en bout de table, étudiant son téléphone. Papa? Il ne leva même pas les yeux. Victoria a raison. Ce projet nécessite une expertise prouvée. Je suis restée là, tenant 200 heures de travail, regardant Victoria jeter mon portfolio non ouvert dans la corbeille à côté de sa chaise. La réunion commence dans 5 minutes, annonça-t-elle. Je suppose que tu as du vrai travail à faire à ton. Comment ça s'appelle déjà? Martin? Ce soir-là, seule dans mon appartement du 11e arrondissement, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour trouver un email inattendu de maître Marguerite Lefebvre, marqué « Confidentiel, succession, Hélène Dubois ». Mes mains tremblaient en lisant l'objet. Concernant votre héritage, échéance urgente. Tout était sur le point de changer. Pouvez-vous le croire? Un père qui laisse sa femme jeter le travail de sa fille à la poubelle sans même y jeter un coup d'œil. Mais attendez, vous n'avez pas encore entendu parler du secret que ma mère a gardé pendant 8 ans. Si vous voulez savoir comment Victoria et Richard ont finalement payé pour leur cruauté, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Croyez-moi, la justice qui arrive est plus satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer. Ce même soir, Marc est arrivé avec des plats de taille à emporter et m'a trouvé en train de fixer l'email de maître Lefebvre. Marc n'était pas seulement mon petit ami depuis 3 ans, il était avocat en fusions-acquisitions dans un grand cabinet parisien et avait vu assez de drames familiaux d'entreprise pour en reconnaître un qui se préparait. « Laisse-moi deviner », dit-il en posant la nourriture. « Un autre désastre du dîner du vendredi ?» Pire, ils ont jeté ma proposition pour la défense sans même l'ouvrir. Je lui ai montré l'email. Et maintenant ça. Marc le lut attentivement, son expression devenant sérieuse. Éléonore, ça vient du cabinet Lefebvre & Associés. C'est l'un des cabinets de notaires et d'avocats les plus prestigieux de Paris. Il ne gère pas de simple succession. Quoi que ta mère t'ait laissé, c'est important. Il avait raison sur plus que le cabinet d'avocats. Au cours de l'année passée, Marc m'avait doucement poussé à prendre mes distances avec ma famille toxique. Il avait même suggéré que nous déménagions à Lyon, où son cabinet lui avait offert un poste senior. « On pourrait prendre un nouveau départ, dit-il en me prenant de la main. Plus de dîner le vendredi, plus de Victoria, plus besoin de regarder ton père la choisir elle plutôt que toi. Je ne peux pas partir. Pas encore. Pourquoi pas? J'ai regardé l'email à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose d'inachevé. Quelque chose à propos de la succession de maman que papa ne m'a jamais dit. Marc étudia mon visage. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ça? Passe. Je me suis toujours demandé pourquoi l'assurance vie de maman n'était que de 100 000 €. Elle était méticuleuse dans sa planification. Et pourquoi papa s'est-il remarié si vite? Pourquoi Victoria agit-elle comme si elle possédait tout alors qu'elle a signé un contrat de mariage en séparation de biens? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être maman savait exactement qui était mon père. Et peut-être qu'elle m'a protégée d'une manière que je commence tout juste à comprendre. Marc serra ma main. Alors on reste, et on découvre ce que ta mère t'a vraiment laissé. Mais Éléonore,
Promets-moi qu'une fois ceci résolu, nous construirons notre propre vie. Je le promets. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Thomas Grand, le directeur financier de Dubois Construction. Thomas avait travaillé avec ma mère il y a des années quand elle avait aidé à établir la structure financière de l'entreprise. « Éléonore, peux-tu me retrouver au café de Flore? Passe au bureau. Viens seule. » Quand je suis arrivée, Thomas avait l'air épuisé. Il fit glisser une chemise cartonnée sur la table avec des mains tremblantes. « Je porte cette culpabilité depuis 3 ans. » commença-t-il. « Ta mère était mon mentor. Elle m'a tout appris sur la finance d'entreprise. Et j'ai regardé Victoria détruire ce que Hélène a construit. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des factures et des registres de transactions s'étalant sur 3 ans. Mon souffle s'est coupé en voyant les motifs. Des paiements à 5 sociétés dont je n'avais jamais entendu parler. Evergreen Consulting, Lux Marketing Solutions, Infinity Design Group, Meridian Supplies et Zenith Management. Ce sont des sociétés écrans, expliqua Thomas, toutes enregistrées au nom d'associés de Victoria. Regarde les montants. Les chiffres étaient stupéfiants. 240 000 € ici, 380 000 € là. Des douzaines de transactions totalisant. J'ai dû calculer 2 fois pour y croire. 8,7 millions d'euros, confirma Thomas. En 3 ans? Comment a-t-elle? Ton père signe tout ce qu'elle met devant lui. Il est tellement entiché qu'il ne lit même pas. Mais Éléonore, ce n'est pas juste l'argent de l'entreprise. La moitié de cela provenait de comptes que ta mère avait établis, des fonds destinés au retrait des employés et à ton fonds d'études. Mes mains se serrèrent. Elle a volé l'héritage de maman. J'ai des copies de tout. Un audit externe pourrait vérifier cela indépendamment si nécessaire, mais je prends un risque énorme en te disant ça. Pourquoi maintenant? Thomas croisa mon regard. Parce que Maître Lefebvre m'a appelé hier. Elle a dit que tu étais sur le point d'apprendre quelque chose qui change tout. Et quand tu le sauras, tu auras besoin de ces preuves. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais je ne pouvais toujours pas voir l'image complète. Le cabinet de Maître Marguerite Lefebvre occupait tout le 40e étage d'une tour à la Défense. Quand je suis entrée le lendemain matin, son assistante m'a immédiatement escortée dans une salle de conférence où Marguerite attendait avec un épais dossier juridique. « Éléonore, merci d'être venue. Assieds-toi, je t'en prie. Ce que je vais te dire va être choquant. » Elle ouvrit le dossier, révélant des documents portant la signature de ma mère et plusieurs sceaux officiels de la République française. Il y a 8 ans, 2 mois avant son décès, ta mère a restructuré son patrimoine. Elle possédait 52% de Dubois Construction. Des actions datant de l'époque où elle a aidé ton père à lancer l'entreprise avec son propre héritage. Ces actions n'ont jamais été transférées à Richard. Elles ont été placées sous séquestre dans une fiducie pour toi. Mon monde a basculé. 52%. Mais Papa Oscar a toujours dit « Ton père mentait. Les actions sont devenues tiennes à ton 21e anniversaire, il y a 7 ans. Cependant, il y a une clause cruciale. Tu dois les réclamer formellement avant ton 29e anniversaire. Sinon, Richard obtient le droit de les racheter au prix de 90, les volant essentiellement pour des centimes. Mon 29e anniversaire est dans 3 mois. Exactement. Ta mère soupçonnait que Richard pourrait se remarier rapidement et essayait de te cacher cela. Elle avait raison. Marguerite sortit un autre document. J'ai gardé le testament original ainsi que 5 copies notariées pendant 8 ans, comme Hélène l'a demandé. Elle a dit « Quand Éléonore aura besoin de ça, elle le saura. » Donc, je suis l'actionnaire majoritaire depuis 7 ans. Chaque réunion du conseil d'administration sans toi était techniquement illégale. Chaque décision majeure nécessitait ton approbation. Richard opère sur du temps emprunté. J'ai pensé à toutes les humiliations, les rejets, les fois où ils avaient ri de mon petit travail, tout en dépensant l'argent qui était partiellement le mien. Maître, pouvons-nous réclamer les actions sans les avertir? Elle sourit. Ta mère a posé la même question. La réponse est oui, mais le timing est tout. Quand veux-tu frapper? À mon mariage? Lors de ce dîner du vendredi, j'ai attendu que le dessert soit servi. Le moment préféré de Victoria pour tenir court, avant de faire mon annonce. Marc et moi avons fixé une date, le 15 octobre, dans 2 mois. La cuillère de Victoria cliqueta contre sa crème brûlée. 2 mois?
C'est impossible. Le Ritz a besoin d'au moins 6 mois. Alors, n'est-ce pas une chance que tu aies des relations aussi impressionnantes? Je souris doucement, à moins que tu n'aies exagéré ton influence. Richard leva les yeux de son téléphone. C'est plutôt soudain, Éléonore. Marc a eu une promotion. Nous voulons célébrer ça correctement. En plus, je me tournai vers Victoria. Tu dis toujours que je ne comprends pas comment faire sensation. Voici ma chance d'apprendre. Les yeux de Victoria brillèrent. J'avais parfaitement amorcé l'hameçon. Eh bien, dit-elle lentement, je suppose que je pourrais faire jouer quelques faveurs. Le Ritz a la plus belle salle de bal de Paris, mais ce ne sera pas bon marché. Au moins 400 000 € pour le genre de mariage digne du nom Dubois. Parfait. Et nous devrons inviter tous les membres du conseil, les partenaires commerciaux de papa, les investisseurs du projet de la Défense. Tous les gens importants. Tous? Richard fronça les sourcils. Ça fait au moins 350 personnes. C'est aussi la fin du 3e trimestre, ajoutai-je nonchalamment. La réunion trimestrielle du conseil est le 14 octobre. Le timing permettrait à tout le monde d'assister aux 2 événements. Victoria rayonnait pratiquement. Oh, c'est parfait. Je m'occupe de tout. Nous montrerons à la société parisienne à quoi ressemble la véritable élégance. Le mariage de la fille de Patricia ressemblera à un pique-nique de campagne comparé à ça. Quelle générosité de ta part, dis-je. Je suis sûre que tu rendras ça inoubliable. Si seulement elle savait à quel point ce serait vraiment inoubliable. Le 15 octobre serait le jour où l'Empire du Bois changerait de main et Victoria serait l'architecte de sa propre destruction. Victoria s'est lancée dans l'organisation du mariage avec la ferveur d'un général préparant la guerre. En 1 semaine, elle avait réquisitionné tout mon mariage et je l'ai laissé faire. Cette robe élissable est parfaite, annonça-t-elle au salon de la mariée, sélectionnant une robe à 15 000 € sans demander mon avis. Les perles rendront magnifiquement bien dans les pages Société du Figaro. Elle a réservé un quatuor de l'Opéra de Paris pour 5 000 €. Les fleurs, uniquement des orchidées blanches et des roses, coûtaient 30 000 € de plus. La dégustation du menu au Ritz revenait à 1 200 € par personne pour du bœuf de Kobe et du homard bleu. Nous ne planifions pas seulement un mariage, déclara Victoria à son assistante. Nous créons l'événement mondain de la saison. Je veux que chaque personne qui a rejeté ma candidature au Polo Club de Paris voie ça. Cela révélait tout. Il y a 3 ans, le Polo Club avait discrètement refusé l'adhésion de Victoria. Elle essayait d'acheter son entrée dans la vieille société française depuis lors. Marc regardait sa spirale d'excès avec amusement. Elle dépense au moins 450 000 €, calcula-t-il. Pense-t-elle que cela la fera enfin accepter? Elle pense que mon mariage est son couronnement, répondis-je. Laissons-la faire. La liste des invités s'allongeait chaque jour. Victoria invita chaque PDG, chaque matrone de la société, chaque chroniqueur mondain de Paris. Elle a même arrangé la venue d'un photographe des Échos pour couvrir l'événement. « Tes petits amis de ton cabinet peuvent s'asseoir au fond », m'informa-t-elle en révisant les plans de table. « Nous avons besoin que les gens importants soient visibles sur les photos. » J'ai hoché la tête docilement, cachant ma satisfaction alors qu'elle assemblait sans le savoir le public parfait pour sa propre chute. Chaque personne qu'elle désespérait d'impressionner serait témoin de son humiliation. « Tu es étonnamment coopérative », observa-t-elle avec méfiance. « Tu as raison, Victoria. Il est temps que j'apprenne à être une vraie Dubois. » Son sourire était venimeux. Enfin. Pendant que Victoria orchestrait sa grande production, Marc et moi construisions tranquillement notre forteresse financière. Son expertise en droit des sociétés s'est avérée inestimable alors que nous établissions 3 sociétés civiles immobilières, SCI et holding via des canaux totalement légaux. « Nous devons protéger tes biens personnels avant que tu ne réclames les actions », expliqua Marc, les doigts volant sur son ordinateur portable. « Une fois que tu deviendras propriétaire majoritaire, Richard pourrait essayer de poursuivre pour le contrôle. » En 2 semaines, nous avons déplacé 15 millions d'euros des comptes fiduciaires de ma mère auxquels Marguerite m'avait aidé à accéder. De l'argent dont Richard ignorait même l'existence. Les fonds sont passés par le Luxembourg, puis la Suisse, pour finalement atterrir sur des comptes sécurisés qu'il ne pouvait pas toucher. Thomas Grant nous a rencontrés secrètement au bureau de Marc un soir, apportant les codes d'autorisation bancaire de l'entreprise.
En tant que directeur financier, je peux geler les comptes de Dubois Construction à des fins d'audit jusqu'à 72 heures, expliqua-t-il. Mais le timing doit être parfait. 15 octobre, 15h30, dis-je, juste après la grande entrée de Victoria, juste avant le paiement de la réception. Thomas hocha la tête. Les cartes de crédit de l'entreprise seront refusées. Les cartes personnelles de Richard sont toutes liées au compte de l'entreprise à des fins fiscales. Elles échoueront aussi. Qu'en est-il de la paie des employés? Protégée sur un compte séparé. Je ne laisserai pas des innocents souffrir de leur cupidité. Marc sortit le calendrier. La réunion trimestrielle du Conseil est le 14 octobre. 7 des 9 membres du Conseil ont déjà confirmé qu'ils assisteraient au mariage. « Parfait, dis-je. Marguerite signifiera les papiers juste après que le directeur de l'hôtel aura fait son annonce. » Thomas se leva pour partir, puis s'arrêta. « Ta mère serait fière, Éléonore. Elle disait toujours que tu avais son esprit stratégique, mais ton propre cœur bienveillant. »« Bienveillant ?» Je ris amèrement. « Je suis sur le point de les détruire publiquement. »« Non, » corrigea Marc. « Tu les laisses se détruire eux-mêmes. Il y a une différence. Il avait raison. Je ne créais pas leurs crimes. Je les révélais simplement. » Marguerite m'invita à son bureau pour examiner le testament original. Voir l'écriture de ma mère, après 8 ans, m'a serré la poitrine de chagrin et de colère. Hélène était venue me voir en janvier, 2 mois avant son décès, expliqua Marguerite. Elle savait que le cancer gagnait, mais elle était plus préoccupée par toi que par sa maladie. Le testament était complet, 20 pages détaillant la distribution des actions. Ma mère possédait 52% de Dubois Construction depuis sa constitution, ayant investi tout son héritage familial pour aider papa à démarrer l'entreprise. Regardez cette clause. Marguerite pointa une section surlignée. Les actions ont été placées dans une fiducie irrévocable. Richard ne pouvait pas les vendre, les transférer ou les diluer même s'il le voulait. Ta mère s'en est assurée. Mais il agit comme propriétaire unique depuis 8 ans, frauduleusement. Chaque contrat majeur, chaque prêt, chaque acquisition nécessitait l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Tu pourrais tous les annuler si tu voulais. Les documents portaient le sceau de 3 notaires différents et du ministère de la Justice. Ma mère l'avait rendu inattaquable. Il y a 5 copies, continua Marguerite. Une ici, une dans le coffre de ma banque, une avec l'État, une avec le cabinet d'audit KPMG et une que ta mère a dit avoir cachée là où Richard ne regarderait jamais. Où? Dans sa boîte à recettes dans la cuisine, à l'intérieur de la recette de tarte aux pommes de sa mère. J'ai failli rire. Richard n'avait pas cuisiné un repas en 20 ans. Ta mère était brillante, dit Marguerite. Elle savait que Richard se remarierait rapidement. Il ne peut pas fonctionner seul. Elle savait qu'il te cacherait ça, alors elle a intégré des garde-fous. Comme l'échéance de l'âge. Exactement. Elle s'est dit qu'à 29 ans, tu serais assez forte pour riposter. Maman avait joué aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Même en mourant, elle m'avait protégée. J'ai engagé l'équipe d'audit financier de KPMG via le cabinet de Marc pour éviter tout lien personnel avec moi. L'auditrice principale, Jennifer, avait la réputation de trouver l'argent que les autres voulaient cacher. « C'est extraordinaire, dit-elle après 2 semaines d'enquête. Ta belle-mère a créé un écosystème entier de fraude. Les preuves étaient accablantes. 47 transactions frauduleuses sur 36 mois, chacune soigneusement structurée pour rester juste en dessous du seuil de 500 000 € qui nécessitait l'approbation spéciale du Conseil. La signature de Victoria apparaissait sur chacune d'elles. Regarde cette chaîne d'emails. Jennifer me montra l'écran de son ordinateur portable. Elle correspond avec les 5 sociétés écrans depuis son email personnel. Elle n'a même pas essayé de le cacher correctement. Les sociétés écrans remontaient toutes à la colocataire d'Université de Victoria, une femme nommée Patricia Henry, qui avait été payée 50 000 € pour les enregistrer. Les factures concernaient des services jamais rendus, des consultations qui n'avaient jamais eu lieu, des campagnes marketing inexistantes, des fournitures jamais livrées. La partie la plus flagrante, Jennifer ouvrit un autre document. Elle facture à Dubois Construction 75 000 € par mois pour des services de décoration intérieure pour le bureau. Le bureau n'a pas été redécoré en 5 ans. Peux-tu prouver que Richard savait? Il a signé les chèques, mais regarde, elle me montra des comparaisons de signatures. La moitié de ces signatures sont des faux, et même pas des bons. Elle a signé son nom.
C'est de l'abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Un crime fédéral. Enfin, un crime grave en France. La brigade financière serait très intéressée par ça. J'ai fait préparer par Jennifer 5 copies du rapport complet, prêtes à être distribuées au mariage. Chacune contenait assez de preuves pour détruire Victoria 10 fois. « Quand veux-tu publier ça? » demanda Jennifer. « Le 15 octobre. Envoie-le par email à chaque membre du conseil, aux Échos et au procureur de la République à exactement 15h45. C'est précis. C'est le moment où tout le monde regardera. » 3 semaines avant le mariage, j'ai commencé à recevoir un soutien inattendu. Cela a commencé avec Robert Fitzgerald, le membre du conseil le plus ancien de Dubois Construction, qui m'a abordé dans un café. « Éléonore, je connaissais bien ta mère. C'était elle le vrai cerveau derrière le succès de Dubois. » Il fit glisser une carte de visite sur la table. « Quand tu seras prête à faire des changements, tu auras mon vote. » Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas aveugle? Les habitudes de dépenses de Victoria, la négligence de Richard, ton intérêt soudain pour un mariage massif. Ta mère a élevé une stratège. En quelques jours, 2 autres membres du conseil m'ont contacté. Patricia Leblanc m'a appelé directement. Cette femme saigne l'entreprise à blanc. Nous attendions quelqu'un avec la légitimité pour agir. David Martin, le membre le plus récent du conseil, fut plus direct. J'ai vu les sociétés écrans. J'ai engagé mon propre enquêteur il y a 6 mois, mais sans actionnaire majoritaire. Nous étions impuissants. Combien de voix as-tu? 7 sur 9. Si tu as vraiment les actions d'Hélène, Richard et Victoria ne peuvent pas voter sur leur propre licenciement. Le journaliste senior des Échos, Michel Torres, m'a contacté via Marc. Je suis les irrégularités de Dubois Construction depuis 2 ans. Si vous prévoyez quelque chose, je veux l'exclusivité. Vous aurez plus que ça, promis-je. Soyez juste à mon mariage avec un photographe. Même Jacques Moreau, le directeur du Ritz, m'a prise à part lors d'une visite des lieux. Mademoiselle Dubois, j'ai déjà eu affaire à votre belle-mère. S'il y a des problèmes de paiement le jour de votre mariage, sachez que je les gérerai professionnellement. Il pourrait y avoir des complications, admis-je prudemment. Il sourit. Je gère des événements mondains depuis 30 ans. J'ai vu toutes sortes de drames familiaux. Donnez-moi juste un signal si vous avez besoin que je fasse une annonce. L'armée se rassemblait. Victoria n'avait aucune idée qu'elle était encerclée. Pouvez-vous imaginer? 8 ans de tromperie, 8,7 millions volés et un mariage sur le point de devenir la scène d'une justice parfaite. À quoi ressemblera le visage de Victoria quand elle réalisera qu'elle vient de planifier sa propre chute? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos prédictions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous voulez voir le karma en action. La révélation du jour du mariage arrive juste après. Le 15 octobre est arrivé avec un temps d'automne parfait. La salle de bal du Ritz avait été transformée en la vision du paradis de Victoria. 10 000 roses blanches, des roses blanches, des lustres en cristal, de la feuille d'or partout. Cela avait coûté une fortune, et elle voulait que tout le monde le sache. À 14 heures, la liste des invités ressemblait à un annuaire du CAC 40, 50 PDG, 30 investisseurs majeurs, 15 journalistes mondains et toutes les familles importantes de Paris. Victoria avait même réussi à faire venir un ministre. Victoria elle-même portait un tailleur Chanel à 25 000 €, des diamants dégoulinant de ses oreilles et de son cou. Elle se déplaçait dans la foule comme une reine, s'assurant que tout le monde la remarquait. Ce n'est qu'un aperçu, l'ai-je entendu dire à Patricia de Montmorency. Attendez de voir la réception. L'orchestre de Paris, un repas de 10 plats, du champagne millésimé, rien que le meilleur pour la famille Dubois. Richard se tenait à côté d'elle, serrant des mains et acceptant les félicitations comme s'il avait tout planifié lui-même. Son smoking sur mesure coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Votre belle-mère s'est surpassée », me commenta le juge Harrison. « Cela a dû coûter une fortune. »« Environ 450 000 €, répondis-je avec désinvolture. Elle a insisté pour le meilleur. Ses sourcils se levèrent. C'est substantiel. Le photographe des Échos prenait déjà des photos. Michel Torres s'était positionné parfaitement pour capturer à la fois la grandeur et ce qui allait suivre. Thomas Grande croisa mon regard à travers la pièce et tapota subtilement sa montre. Tout était en place. Les comptes de l'entreprise gèleraient dans exactement 1 heure. Marc serra ma main. «
Tu es magnifique, chuchota-t-il, et remarquablement calme pour quelqu'un sur le point de faire exploser une bombe. Ce n'est pas une bombe, corrigeai-je. C'est la justice, et ça fait 8 ans qu'elle se prépare. La marche nuptiale commença, l'heure du premier acte de la performance finale de Victoria. La cérémonie se déroula parfaitement. Marc et moi avons échangé nos vœux pendant que Victoria jouait la comédie au premier rang, s'assurant que les photographes la capturaient en train d'éponger de fausses larmes. À 15h15, nous prenions des photos de famille près de la fontaine du jardin. « Souriez, tout le monde », appela le photographe. « Une de plus, avec juste la mariée et ses parents. » Victoria s'avança avec empressement, tenant un verre de vin rouge qu'elle avait saisi au passage d'un serveur. Richard se tenait de l'autre côté, vérifiant déjà son téléphone. « Oh, Éléonore !» dit Victoria assez fort pour que les invités à proximité entendent. « Tu ressembles tellement à ta mère aujourd'hui. C'est presque troublant. » Elle s'approcha, ostensiblement pour ajuster mon voile, puis, avec un mouvement qui semblait accidentel, mais qui était absolument délibéré, elle renversa son verre entier de Cabernet Sauvignon sur le devant de ma robe à 15 000 €. Le vin se répandit comme du sang sur la soie blanche et les perles. Des halètements éclatèrent dans la foule. Les téléphones quads apparurent instantanément, enregistrant tout. « Oups !» Victoria riait, n'essayant même pas de cacher sa satisfaction. « Maintenant tu es assortie au destin de ta mère. Elle est morte en ayant l'air tout aussi pathétique. » La cruauté de la chose, invoquer ma mère morte tout en détruisant ma robe de mariée, aurait dû me briser. Au lieu de cela, je suis restée parfaitement immobile pendant 10 longues secondes, fixant directement le visage triomphant de Victoria, tandis que 350 personnes regardaient dans un silence horrifié. Richard a réellement gloussé. « Les accidents arrivent, ma puce. Victoria, aide-la à nettoyer. »« Oh non, » dit Victoria, souriant toujours. Je pense que la tâche ajoute du caractère. De plus, nous devons commencer la réception. On ne peut pas faire attendre l'orchestre. J'ai finalement parlé, ma voix portant clairement. Merci, Victoria. Tu viens de rendre tout cela tellement plus facile. Son sourire vacilla légèrement. Rendu quoi plus facile? Tu verras dans environ 10 minutes. Je n'ai pas couru, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas élevé la voix. Au lieu de cela, je suis restée là dans ma robe ruinée, le vin dégoulinant encore sur le sol en marbre, et j'ai souri. « Mesdames et messieurs, » annonçai-je à la foule stupéfaite, « veuillez vous rendre dans la salle de bal. Nous avons une annonce importante avant que le service du dîner ne commence. » Les yeux de Victoria se plissèrent. « Quelle annonce? Je n'en ai approuvé aucune. »« Tu as raison, Victoria, tu ne l'as pas fait. » Je me suis tournée vers Jacques Moreau, qui attendait mon signal. Il hocha la tête et se dirigea vers le système audio de la salle de bal. Marc apparut à mes côtés avec ma robe de réception, une tenue de rechange simple mais élégante que j'avais cachée dans le bureau du directeur. « 3 minutes, » chuchota-t-il. « Thomas vient de confirmer que le gel est passé. » Pendant que je me changeais dans une pièce latérale, je pouvais entendre la foule bourdonner de spéculations. La voix de Victoria s'élevait au-dessus des autres. « Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais je ne la laisserai pas gâcher cette réception. » Marguerite Lefebvre était déjà en position près de l'estrade, sa mallette à la main. Le photographe des Échos était passé en mode vidéo. 7 membres du conseil s'étaient stratégiquement placés dans la salle. Quand je suis revenue dans ma robe propre, Victoria était au micro, essayant de reprendre le contrôle. « Tout le monde, s'il vous plaît, asseyez-vous. Le service de champagne va commencer. » Jacques Moreau s'approcha du micro, son visage professionnellement neutre. « Excusez-moi, Madame Dubois, il y a une affaire urgente nécessitant l'attention de Monsieur Dubois. »« Pas maintenant, » claqua Richard. « Nous sommes sur le point de porter un toast. »« J'ai bien peur que cela ne puisse pas attendre, monsieur. » La voix de Jacques portait parfaitement à travers le système audio. « Cela concerne le paiement de l'événement d'aujourd'hui. » La salle tomba dans le silence. Le visage de Victoria devint blanc. « Qu'y a-t-il avec le paiement ?» demanda Richard. Jacques le regarda directement. « Monsieur, la carte a été refusée. » Le silence était assourdissant. 350 membres de l'élite parisienne restèrent figés, verre de champagne à moitié levé, alors que Jacques Moreau répétait ces 5 mots dévastateurs. « Monsieur, la carte a été refusée.
Le visage de Richard passa de la confusion à la fureur en quelques secondes. « C'est impossible. Repassez-la. »« Nous avons essayé 3 fois, Monsieur Dubois. L'American Express de l'entreprise, la Visa et votre carte noire personnelle, toutes refusées. » Victoria arracha le micro. « C'est évidemment une erreur. Richard, appelle la banque immédiatement. »« J'essaye !» Richard fouillait avec son téléphone, ses mains tremblantes. « Ça dit que les comptes sont gelés pour audit. » Des murmures se propagèrent dans la foule comme une traînée de poudre. Les téléphones apparurent, non pas pour des photos, mais pour des textos frénétiques. Plusieurs investisseurs passaient déjà des appels. « Quel est le montant du solde ?» cria quelqu'un. Jacques consulta sa tablette. 450 000 €, dus immédiatement selon le contrat signé par Madame Dubois. Patricia de Montmorency chuchota bruyamment à son mari assez fort pour que tout le monde entende. Victoria n'avait-elle pas dit qu'il valait 45 millions? « C'est du sabotage !» hurla Victoria, abandonnant toute prétention de calme. « Quelqu'un a fait ça délibérément. »« Tu as raison, dis-je en m'avançant. Quelqu'un l'a fait? » Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Je me tenais calme dans ma simple robe de réception, tandis que Victoria tremblait dans son tailleur à 25 000 €. « Thomas, appelai-je, pourrais-tu expliquer pourquoi les comptes sont gelés? » Thomas Grant se leva de la table 3. « En tant que directeur financier, j'ai initié un audit d'urgence après avoir découvert des écarts significatifs. Nous enquêtons sur 8,7 millions d'euros de transactions suspectes. » La foule haleta. Richard laissa tomber son téléphone. « Mais ne vous inquiétez pas, continuai-je. Maître Marguerite Lefebvre est ici pour tout expliquer. » La salle regarda l'avocate la plus prestigieuse de Paris marcher vers le micro, mallette à la main. Marguerite Lefebvre imposa l'attention dès qu'elle atteignit le micro. Dans les cercles juridiques parisiens, sa présence signifiait des affaires sérieuses. « Bonsoir, je suis ici en tant qu'exécutrice testamentaire de la succession d'Hélène Dubois. » Sa voix était claire, autoritaire. « J'ai une annonce qui aurait dû être faite il y a 7 ans. » Richard bondit de sa chaise. « C'est quoi ce bordel? La succession d'Hélène a été réglée il y a des années. »« Assieds-toi, Richard, » dit Marguerite froidement, « à moins que tu ne veuilles que j'ajoute l'entrave à la justice à la fraude. » Victoria se tourna vers la sécurité. « Faites-la sortir. Elle perturbe le mariage. » Les gardes de sécurité ne bougèrent pas. Ils connaissaient la réputation de Maître Lefebvre. Plus important encore, je les avais briefés il y a 1 heure. « J'ai ici », Marguerite sortit un document de sa mallette, « le dernier testament d'Hélène Dubois, dûment exécuté 2 mois avant sa mort. Un testament que Richard Dubois a délibérément dissimulé à sa fille et au conseil de cette entreprise. » La foule était rivée. Michel Torres des Échos enregistrait tout. Selon ce document, Éléonore Dubois a hérité de 52% des actions de Dubois Construction détenues sous séquestre jusqu'à son 21e anniversaire. « C'était il y a 7 ans, » déclara Robert Fitzgerald, membre du conseil, en se levant. « Êtes-vous en train de dire qu'Éléonore est l'actionnaire majoritaire depuis 7 ans? » « Exactement. Chaque réunion du conseil tenue sans elle était illégale. Chaque décision majeure nécessitait son approbation. » Le visage de Richard était passé du rouge au blanc. « C'est faux. Je n'ai jamais vu de testament. »« C'est intéressant, » dit Marguerite en sortant un autre document, « parce que j'ai ta signature sur ce récépissé, reconnaissant que tu en as reçu une copie il y a 8 ans. » Elle le tint en l'air. Même de l'autre côté de la salle, la signature de Richard était visible. « Tu as commis une fraude, Richard. Tu as volé l'héritage de ta fille et menti à tout le monde dans cette salle. » Marguerite continua de lire le testament, chaque mot un clou dans le cercueil de Richard et Victoria. « À ma fille bien-aimée, Éléonore Hélène Dubois, je lègue 52% de Dubois Construction, représentant mon investissement initial et la sueur versée pour construire cette entreprise à partir de rien. » La salle éclata. Les PDG appelaient leurs avocats. Les investisseurs calculaient les pertes. Victoria restait figée, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. « Ça ne peut pas être légal, » cria-t-elle finalement. « Je suis la femme de Richard, j'ai des droits. » « En fait, » sourit Marguerite, « vous avez signé un contrat de mariage vous excluant de toute réclamation sur les actifs de Dubois Construction. J'en ai une copie ici si vous souhaitez la revoir. » Je me suis levée, ma voix ferme et claire. «
Depuis 7 ans, je suis la propriétaire majoritaire de Dubois Construction. Chaque réunion du conseil que vous avez tenue sans moi était invalide. Chaque bonus que vous vous êtes versé doit être restitué. Robert Fitzgerald et 6 autres membres du conseil se levèrent. Nous reconnaissons Éléonore Dubois comme actionnaire majoritaire, annonça Robert. Nous demandons une réunion immédiate du conseil. Tu ne peux pas faire ça, hurla Richard. J'ai construit cette entreprise. Avec l'argent de maman, corrigeai-je. Son héritage a tout financé. Tu n'étais que le visage pendant qu'elle était le cerveau. Thomas Grant sortit son ordinateur portable. J'ai préparé un audit complet. En plus des comptes gelés, nous avons découvert que Victoria a détourné 8,7 millions d'euros via des sociétés écrans. Jennifer Walsh de KPMG se leva de la table 7. Je peux confirmer cela. Nous avons documenté 47 transactions frauduleuses. La brigade financière a été notifiée. Les jambes de Victoria lâchèrent. Elle s'effondra sur une chaise alors que l'ampleur totale de son exposition la frappait. Chaque personne dans cette salle est un témoin, dis-je. Vous êtes fini. J'ai marché jusqu'au micro, passant devant Victoria qui était assise, sonnée, sur sa chaise. La salle entière regardait alors que je prenais le contrôle. En tant qu'actionnaire majoritaire de Dubois Construction, j'ai autorisé le gel de tous les comptes de l'entreprise à 15h30 aujourd'hui, en attendant une enquête complète. L'audit a révélé une fraude massive perpétrée par Victoria Dubois. J'ai fait un signe de tête à Jennifer Walsh, qui a connecté son ordinateur portable à l'écran de projection. Soudain, les preuves étaient affichées à la vue de tous. Factures, virements bancaires, chaînes d'email, Evergreen Consulting, Lux Marketing. Toutes des sociétés écrans enregistrées au nom de l'associée de Victoria, Patricia Henry. 8,7 millions d'euros volés sur 3 ans. La foule haletait à chaque transaction révélée. Plusieurs personnes prenaient des photos de l'écran. « C'est une information privée !» hurla Victoria. « Tu ne peux pas montrer ça. » En fait, en tant qu'actionnaire majoritaire, je peux. Et la police sera très intéressée par ces comptes offshore au Caïman. Victoria. Richard trouva enfin sa voix. Tu as planifié ça. Tu nous as laissé organiser tout ce mariage. Tu l'as organisé, corrigeai-je. Tu as dépensé 450 000 euros. Tu n'avais pas besoin d'impressionner des gens qui savent maintenant exactement ce que tu es. Michel Torres leva la main. Mademoiselle Dubois, allez-vous porter plainte? Cela dépend de leur coopération. Victoria a 72 heures pour restituer les fonds volés. Richard a 24 heures pour démissionner de son poste de PDG. C'est de l'extorsion, beugla Richard. Marguerite Lefebvre rit. Non, Richard. L'extorsion, c'est cacher l'héritage de sa fille tout en vivant de son argent. Ceci, c'est la justice. Le photographe captura parfaitement le visage dévasté de Richard. Dès demain matin, tout Paris connaîtrait la vérité sur le scandale de la famille Dubois. Maintenant, dis-je calmement, pouvons-nous continuer la réception? Ne vous inquiétez pas pour la note. Je la paierai avec mon propre argent. Le désespoir de Victoria était pénible à regarder. Elle tituba vers Marguerite, essayant d'arracher le testament de ses mains. C'est faux. Ça doit être faux. Elle essaya réellement de déchirer le document, mais Marguerite tint simplement une autre copie en l'air. J'ai 5 copies notariées, Victoria. Veux-tu essayer de toutes les détruire? Victoria se tourna vers la foule, le mascara coulant sur ses joues. Vous me connaissez tous. J'ai donné à vos œuvres de charité. J'ai assisté à vos galas. C'est juste une belle fille jalouse qui essaie de... D'essayer de quoi? Interrompit Patricia de Montmorency. De réclamer ce qui était légalement à elle? Nous venons tous de voir les preuves, Victoria. Richard m'a obligée à le faire. Victoria pointa soudainement son mari du doigt. Il a tout signé. Il savait pour les sociétés écrans. La mâchoire de Richard tomba. Espèce de sorcière menteuse, tu m'as dit que c'étaient des fournisseurs légitimes. Ils se retournèrent l'un contre l'autre instantanément, des années de fausse dévotion s'évaporant en quelques secondes. Tu étais content de dépenser l'argent, lui hurla Victoria. Tu as imité ma signature. Tu savais que ta fille possédait la majorité des parts et tu l'as cachée? La foule regardait comme si c'était une pièce de théâtre. Quelqu'un a même commencé à manger sa salade. Victoria fit une dernière tentative désespérée. Elle sortit son téléphone et essaya d'appeler son avocat. « Maître Bertrand, j'ai besoin de vous au Ritz immédiatement. »
Bertrand. Son visage se chiffonna. Pourquoi ne répond-il pas? Parce que j'ai engagé son cabinet hier, dit Marc doucement. Conflit d'intérêts. Il ne peut plus te représenter. C'était le coup de grâce. Victoria restait là, son tailleur de créateur froissé, son maquillage détruit, tout son monde soigneusement construit en ruine. S'il te plaît, me chuchota-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu t'es fait ça à toi-même, répondis-je. Je l'ai juste révélé. Robert Fitzgerald prit les choses en main avec l'autorité de quelqu'un qui attendait ce moment. Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration de Dubois Construction. 7 membres sur 9 sont présents, constituant le quorum. Vous ne pouvez pas tenir une réunion du conseil à un mariage, protesta Richard. Nous pouvons la tenir n'importe où avec le quorum approprié, corrigea David Martin. Éléonore, en tant qu'actionnaire majoritaire, ouvrez-vous cette séance? Je l'ouvre. Patricia Leblanc se leva. Je propose de révoquer Richard Dubois en tant que PDG avec effet immédiat pour manquement à l'obligation fiduciaire et fraude. Appuyé, dirent 3 membres du conseil simultanément. Qui est pour? 7 mains se levèrent. Richard et Victoria ne pouvaient pas voter sur leur propre licenciement. Motion adoptée, annonça Robert. Richard Dubois, vous êtes licencié en tant que PDG de Dubois Construction. L'avocat de l'entreprise qui avait été invité prenait déjà tout en note sur son téléphone. C'est juridiquement contraignant, confirma-t-il. Je déposerai les papiers lundi matin. Je propose en outre, continua Patricia, de nommer Thomas Grant comme PDG par intérim pendant que nous cherchons un remplaçant permanent. Appuyé. Qui est pour? Un autre vote unanime. Thomas se leva, l'air stupéfait mais résolu. J'accepte et mon premier acte est de confirmer les conclusions de l'audit. Victoria Dubois sera poursuivie dans toute la rigueur de la loi à moins qu'une restitution complète ne soit faite dans les 72 heures. J'ai construit cette entreprise, rugit Richard une dernière fois. Non, dis-je fermement. Maman l'a construite. Tu as juste pris le crédit et maintenant tu es fini. La sécurité bougea enfin. Non pas pour faire sortir Marguerite, mais pour escorter Richard et Victoria vers la sortie. Attendez, appelai-je. Vous oubliez quelque chose. Ils se tournèrent. L'addition. 450 000 €, douce maintenant. Marguerite avait les documents de règlement prêts. Elle les avait rédigés il y a des jours, anticipant ce moment. Victoria, vous avez 2 choix. Signez cet accord pour rendre les 8,7 millions dans les 72 heures, ou faites face à des accusations criminelles pour fraude, détournement de fonds et faux. Les mains de Victoria tremblaient en lisant le document. Je n'ai pas autant de liquidités. Alors vous devrez liquider des actifs. La maison de Neuilly, votre collection de bijoux, les voitures, tout. Richard, fais quelque chose. Richard Hanna rit amèrement. Avec quoi? Tu les as entendus. Je suis au chômage depuis 5 minutes. Marguerite se tourna vers Richard. Ton accord était différent. Renonce à toute réclamation sur Dubois Construction. Accepte une réduction de 75% de ta retraite pour compenser les dommages et accepte de ne jamais utiliser le nom Dubois dans de futures entreprises. C'est tout ce que j'ai, vous me laissez sans rien. Tu auras 100 000 € de retraite par an, corrigea Thomas. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent, bien que nettement moins que les 400 000 que tu attendais. Si vous ne signez pas, ajoutai-je, nous poursuivrons au pénal pour fraude et abus de confiance. Le choix est le vôtre. Ils n'avaient même pas le choix. Avec 350 témoins et des preuves documentées, ils étaient piégés. Victoria signa en premier, les larmes détruisant le reste de son maquillage. Richard suivit, sa signature tremblante de rage. Une dernière chose, dit Marguerite, une ordonnance restrictive. Vous ne devez pas contacter Éléonore sans sa permission explicite. Ils signèrent cela aussi. Sortez, dis-je doucement. Tous les deux, et Victoria. Cette allocation shopping mensuelle de 50 000 €, c'est fini pour toujours. Alors que la sécurité les escortait dehors, Patricia de Montmorency commença à applaudir lentement. Bientôt, la salle entière applaudissait. La justice servit exactement à la bonne température. Avec Richard et Victoria partis, l'atmosphère se transforma complètement. Je me tenais au micro, regardant les 350 visages qui venaient d'être témoins du mariage le plus dramatique de l'histoire de Paris. Mesdames et messieurs, la réception de mariage continuera comme prévu. L'orchestre est là.
La nourriture est exceptionnelle et le champagne est déjà frais. La seule différence, c'est que je paie avec mon propre argent, de l'argent qui a toujours été légitimement le mien. La foule éclata en applaudissements sincères cette fois. Marc me rejoignit à l'hôtel que nous avions installé pour notre cérémonie de réception. Devrions-nous faire ça correctement maintenant? À 16 heures, nous avons échangé les bagues à nouveau. Cette fois, entourés de gens qui nous respectaient vraiment. Pas de fausses larmes de Victoria. Pas de regards méprisants de Richard. Juste des témoins honnêtes de notre amour. Avant de célébrer, annonçai-je, je veux clarifier quelque chose. Dubois Construction sera géré de manière éthique à partir de maintenant. Les fonds de pension volés seront restaurés. Les 50 employés que Victoria a licenciés pour réduire les coûts se verront offrir leur poste. Plus d'applaudissements. Plusieurs investisseurs s'approchèrent immédiatement de Thomas pour exprimer leur soutien. Et une dernière chose, je sortis mon téléphone et transférai 50 000 € sur le champ. Ceci va à la Fondation des femmes architectes en mémoire d'Hélène Dubois. Le juge Harrison leva son verre de champagne. « À la justice! À la justice! » résonnèrent 350 voix. L'orchestre commença à jouer et pour la première fois en 8 ans, j'ai senti que je pouvais vraiment respirer. Marc me fit tourner sur la piste de danse et je ris, vraiment ris. « Pas de regret ?» demanda-t-il. « Aucun. Maman serait fière. » Elle le serait. Tu n'as pas juste récupéré ton héritage, tu as récupéré ta vie. La fête continua jusqu'à minuit, devenant légendaire comme le mariage où la justice fut servie en plat principal. À 6 heures le lendemain matin, l'histoire avait explosé dans les médias parisiens. Michel Torres avait travaillé toute la nuit pour publier son exclusivité dans l'édition en ligne des Échos. Le titre disait « L'héritière Dubois reprend l'Empire. Le coup d'État du jour du mariage expose des années de fraude. » Marc le lut à voix haute au petit déjeuner. Dans un retournement stupéfiant dont ont été témoins 350 membres de l'élite des affaires parisiennes, Éléonore Dubois a révélé qu'elle était la propriétaire majoritaire légitime de Dubois Construction depuis 7 ans, tandis que son père et sa belle-mère perpétraient une fraude massive. L'article incluait des photos. Le visage choqué de Victoria quand la carte a été refusée, la rage de Richard pendant le vote du conseil, et moi calme dans ma simple robe de réception prenant le contrôle de mon entreprise. À midi, l'histoire avait été partagée 50 000 fois. # Mariage Justice était en tendance. Des journalistes financiers de Bloomberg et du Monde appelaient pour des interviews. Le cours de l'action de Dubois Construction, qui stagnait sous la gestion de Richard, bondit de 12% à la nouvelle de la nomination de Thomas Grand comme PDG. Regarde ça. Marc me montra son téléphone. 5 grandes entreprises de construction ont déjà contacté Thomas pour des partenariats, excités par la promesse d'un leadership éthique. Les comptes de réseaux sociaux de Victoria se faisaient détruire dans les commentaires. Son nombre d'abonnés Instagram passa de 100 000 à 3 000 en une seule journée. Quelqu'un avait même créé un mème du moment où elle renversait le vin avec la légende. Quand le karma a un timing parfait, les 5 sociétés écrans faisaient l'objet d'une enquête fédérale dès l'après-midi. Patricia Henry avait déjà accepté de coopérer avec les autorités en échange d'une immunité. « Vous avez changé le monde de l'entreprise à Paris », me dit Michel Torres dans une interview de suivi. « D'autres conseils mettent déjà en œuvre une surveillance plus stricte à cause de ce que vous avez exposé. » « Bien, répondis-je, personne ne devrait avoir à attendre 8 ans pour obtenir justice. » La chute de Victoria fut rapide et complète. En 72 heures, elle avait tout liquidé pour rembourser les 8,7 millions. L'appartement de Neuilly s'est vendu 3,2 millions. Sa collection de bijoux, ses précieux symboles de statut qu'elle avait affichés, rapporta 2,8 millions supplémentaires aux enchères. Les voitures suivirent, la Bentley, la Mercedes, le Range Rover, puis l'art, les fourrures, la garde-robe de créateur. Elle a dû tout vendre. Patricia de Montmorency se délectait de raconter à tout le monde au club. Elle vit maintenant dans un 2 pièces en banlieue, travaillant comme agent immobilier pour une petite agence. Vous imaginez? Mais le pire coup vint d'une source inattendue. Le premier ex-mari de Victoria, dont elle avait divorcé il y a 15 ans, vit la couverture médiatique et intenta un procès. Apparemment, elle avait caché des actifs pendant leur divorce aussi. Elle a prétendu être pauvre pour éviter la pension alimentaire, dit son avocat à la presse.
Maintenant, nous savons qu'elle avait des millions cachés à l'étranger. Même alors, son compte Instagram, autrefois rempli de vacances de luxe, devint sombre. Le dernier post avant suppression fut inondé de commentaires d'anciens amis prenant leur distance. Les clubs pour lesquels elle s'était battue si dur pour rejoindre révoquèrent tous ses adhésions. Le conseil de charité où elle siégeait demanda discrètement sa démission, les événements mondains pour lesquels elle vivait. Son nom était mystérieusement absent de chaque liste d'invités. Thomas partagea un rapport 3 mois plus tard. Elle a postulé pour un emploi ici. Tu y crois? Elle voulait être notre consultante en décoration intérieure. Qu'as-tu fait? J'ai envoyé un refus poli depuis ton bureau. J'ai entendu dire qu'elle a finalement déménagé dans le sud de la France, recommençant là où personne ne connaissait le nom de Victoria Dubois. Parfois, la honte est sa propre prison. La chute de Richard fut différente de celle de Victoria. Plus silencieuse, mais quelque part plus triste. Sans le titre de PDG qu'il avait défini pendant 15 ans, il semblait rétrécir. L'hôtel particulier de Neuilly dut être vendu pour couvrir ses dettes et les règlements juridiques de l'entreprise. Il emménagea dans un appartement modeste à Levallois, bien loin du luxe auquel il s'était habitué. Sa pension annuelle de 400 000 fut réduite à 100 000, toujours généreux, mais pas assez pour maintenir son ancien train de vie. L'adhésion au club, la loge au Parc des Princes, le yacht, tout avait disparu. « Je l'ai vu au supermarché », me dit l'oncle Paul 6 mois plus tard. Il vérifiait les prix. Richard Dubois vérifiant les prix de l'épicerie. Aucune entreprise ne l'embaucherait. Sa réputation était toxique. Qui ferait confiance à un PDG qui a fraudé sa propre fille et permis à sa femme de détourner des millions? Le divorce d'avec Victoria fut finalisé en 3 mois. Elle essaya de réclamer une pension alimentaire, mais le contrat de mariage qu'elle avait signé était en béton. Ils se déchirèrent au tribunal, chacun blâmant l'autre pour leur chute. « Elle m'a séduit quand j'étais en deuil », dit Richard au juge. « Il savait exactement ce que je faisais et l'a encouragée », rétorqua Victoria. Le juge ne fut ému par aucun des deux. 1 an plus tard, Richard m'envoya un seul texto. « Ta mère serait fière. » Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Marc entendit dire que Richard avait commencé à boire beaucoup, passant ses journées dans un bar à Levallois, racontant à qui voulait l'entendre comment il avait bâti un empire et avait été trahi. Le roi de la construction parisienne était devenu une histoire d'avertissement racontée dans les écoles de commerce sur les dangers de la cupidité et l'importance du leadership éthique. Sous la direction de Thomas Grand, Dubois Construction ne s'est pas seulement rétablie, elle a prospéré. Dès la première année, il augmenta les profits de 30% simplement en éliminant les fournisseurs frauduleux de Victoria et les projets vaniteux de Richard. « Ta mère adorerait ça », me dit Thomas lors de notre revue trimestrielle. Nous construisons avec intégrité à nouveau. Les 50 employés que Victoria avait licenciés se virent offrir leur poste avec tous les avantages et des cotisations de retraite rétroactives. 43 revinrent, reconnaissant pour la seconde chance. Le projet d'hôtel à la Défense, pour lequel Victoria avait rejeté mon design. Le client a spécifiquement demandé à utiliser mes plans après avoir lu sur la transformation de l'entreprise. C'est devenu le projet le plus rentable de Dubois Construction, arrivant en dessous du budget et en avance sur le calendrier. La valeur de l'entreprise passa de 45 millions à 65 millions en 18 mois. Notre cours de bourse passa de 45 à 67 € par action. Les investisseurs qui s'étaient méfiés sous la direction de Richard étaient maintenant impatients de s'associer avec nous. « Tu as sauvé cette entreprise », me dit Robert Fitzgerald lors de la réunion annuelle du Conseil, pas seulement financièrement, mais moralement. J'ai servi comme présidente du Conseil, mais je n'interférais pas avec les opérations quotidiennes. Thomas s'était avéré capable et j'avais mes propres rêves à poursuivre. Nous avons établi le fonds commémoratif Hélène Dubois au sein de l'entreprise. 5% des bénéfices annuels allaient vanter à des bourses pour les femmes dans l'architecture et la construction. La première année, nous avons financé 20 bourses complètes pour les grandes écoles. Les scores de satisfaction des employés atteignirent des niveaux records. Le roulement du personnel tomba à presque 0. Les Échos nous nommèrent entreprise la plus améliorée et meilleur lieu de travail la même année. Nous ne construisons pas seulement des structures, dit Thomas lors de la réunion d'entreprise.
Nous construisons la confiance. C'est le véritable héritage d'Hélène Dubois. Le portrait de ma mère fut restauré à sa place dans le hall principal. Sous lui, une nouvelle plaque. Fondatrice et visionnaire. 6 mois après le mariage, Richard prit contact via l'oncle Paul. Ils voulaient se rencontrer, parler, peut-être sauver quelque chose du naufrage. J'ai accepté un café 1 fois par mois en public avec Marc présent. La première réunion fut gênante. Richard avait l'air plus vieux, plus gris, diminué. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le regret. « Je n'attends pas le pardon, dit-il en fixant son café noir. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Alors pourquoi sommes-nous ici? Parce que tu es toujours ma fille, et je veux te connaître, la vraie toi, pas celle que j'ai ignorée pendant 8 ans. Nous avons établi des règles. Pas de discussion d'argent, pas de discussion sur Dubois Construction, pas de mention de Victoria, juste la conversation. Lentement, très lentement, nous avons construit quelque chose de nouveau. Pas une relation père-fille qui avait été détruite, mais autre chose. 2 adultes qui partageaient un ADN et apprenaient à coexister. L'oncle Paul commença à se joindre à nous, puis mes cousins de Bretagne, la famille de maman qui avait été repoussée par la fierté de Richard. Ils m'accueillirent à bras ouverts et avec des années d'amour stockées. « Hélène serait si fière, me dit tante Suzanne en me serrant fort. Tu es juste comme elle, forte, intelligente et gentille même envers ceux qui ne le méritent pas. La famille s'agrandit aussi de meilleure sans façon. Les parents de Marc, qui avaient été hésitants sur notre relation à cause du drame familial, m'embrassaient maintenant pleinement. Sa mère commença à m'appeler mensuellement juste pour discuter. « La famille n'est pas seulement le sang », me rappela Marc un soir. « Ce sont les gens qui sont là pour toi. » Il avait raison. Ma vraie famille incluait Thomas, Marguerite, les employés fidèles de Dubois Construction et les amis qui m'avaient soutenu à travers tout. Richard restait à la périphérie, gagnant la confiance au compte-gouttes après l'avoir perdu par saut. Marc et moi avons emménagé dans un bel appartement haussmannien dans le Marais, pas loin de là où j'avais grandi, mais à des années-lumière de cette vie. Nous l'avons décoré nous-mêmes. Pas de décorateur d'intérieur facturant des frais fantômes, juste notre goût et notre amour faisant un foyer. Marc devint associé dans son cabinet dans l'année, se spécialisant dans les cas de fraude d'entreprise. « Tu as inspiré un pivot de carrière, plaisanta-t-il. Il s'avère que je suis bon pour attraper les criminels en col blanc. » J'ai ouvert mon propre studio d'architecture, Atelier Dubois, me concentrant sur le logement durable et les refuges pour femmes. Le travail remplissait mon âme d'une manière que les projets d'entreprise ne pourraient jamais. Nous concevions des espaces qui donnaient aux gens dignité et espoir. 1 an après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Marc a pleuré quand je lui ai dit, puis a immédiatement commencé à planifier les rénovations pour une chambre d'enfant. « Notre fille ne doutera jamais de sa valeur, » promit-il, la main sur mon ventre grandissant. « Elle saura qu'elle est aimée, valorisée et puissante dès le premier jour. » Nous l'avons nommée Hélène, d'après ma mère. Elle avait les yeux de Marc et ma détermination évidente dès son premier cri féroce. J'ai réduit mon travail à 4 jours par semaine, refusant de répéter les erreurs de mon père. Le succès ne signifiait rien si on manquait les premiers pas de son enfant, ses premiers mots, son premier jour d'école. « Tu souris plus maintenant », observa Marc un dimanche matin alors que je jouais avec Hélène dans notre jardin. « De vrais sourires, pas ce poli que tu portais comme une armure. » Il avait raison. Le poids que j'avais porté pendant 8 ans était parti. Je pouvais respirer, rire, aimer sans réserve. Notre maison se remplissait d'amis pour des dîners, de collègues pour des sessions de brainstorming, de famille pour les vacances. C'était chaleureux, authentique, vivant. Tout ce que l'hôtel particulier Dubois n'avait jamais été. C'était une richesse qui ne pouvait pas être détournée, l'amour, la confiance et la paix. 3 ans après le mariage, j'ai pris la parole à la cérémonie de remise des diplômes de mon école d'architecture. Me tenant là où ma mère s'était tenue autrefois, j'ai partagé ce que j'avais appris sur la valeur et le pouvoir. J'ai passé 28 ans à tamiser ma lumière pour que les autres ne se sentent pas dans l'ombre, ai-je dit à la promotion sortante. J'ai accepté des miettes de respect de gens qui mangeaient à une table que ma mère avait construite. L'auditorium était silencieux, des centaines de jeunes visages concentrés sur le mien. Votre valeur n'est pas négociable. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille,
la reconnaissance de votre patron ou l'approbation de la société. Elle existe indépendamment, puissamment, absolument. J'ai parlé du danger du silence, comment être pacifique avait été mal interprété comme être faible. La préparation bat la confrontation à chaque fois. Pendant qu'il riait de moi, je documentais tout. Le silence n'est pas la soumission. Parfois, c'est une stratégie. Le discours est devenu viral, partagé par des femmes qui avaient été diminuées, ignorées, sous-estimées. Des messages affluèrent du monde entier. Des filles gérant des parents toxiques, des employés confrontés au vol sur le lieu de travail, des gens trouvant du courage dans mon histoire. J'ai commencé une thérapie après le mariage, travaillant sur le traumatisme de l'enfance avec le docteur Martinez. « Vous avez été parentifié », expliqua-t-elle. « Après la mort de votre mère, vous vous sentiez responsable de maintenir la paix, même à vos propres dépens. » La guérison n'était pas linéaire. Certains jours, j'entendais encore la voix de Victoria appeler mon travail « petit croquis ». Certaines nuits, je rêvais que mon père la choisissait encore plutôt que moi, mais chaque matin, je me choisissais moi-même. J'ai choisi de construire au lieu de démolir, de créer plutôt que de détruire, d'aimer malgré avoir été trahi. La meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance, ai-je dit à un journaliste. C'est de construire une vie si belle, si authentique, que leur opinion devient insignifiante. Ma valeur n'avait jamais eu besoin de leur validation. Il m'a juste fallu 28 ans pour le réaliser. La Fondation Hélène Dubois a été lancée le jour où ma mère aurait eu 60 ans, 2 millions d'euros annuellement pour les femmes en architecture, avec un accent particulier sur les filles de mères célibataires qui comprenaient la lutte pour construire quelque chose à partir de rien. La première bénéficiaire de la bourse, Marie Santos, a pleuré en recevant la nouvelle. Ma maman nettoie des maisons pour payer le loyer. Maintenant, je peux étudier l'architecture sans la noyer sous les dettes. 50 bourses la première année. Chaque bénéficiaire recevait non seulement de l'argent, mais du mentorat, des stages chez Dubois Construction et un réseau de soutien que ma mère aurait aimé fournir. Nous avons restauré le portrait de maman dans le hall de Dubois Construction, mais en avons aussi commandé un nouveau pour les bureaux de la Fondation. Dessus, elle sourit, tenant des plans, regardant vers un horizon plein de possibilités. « Elle t'a protégé même depuis la tombe », dit Marguerite au lancement de la Fondation. « C'est l'amour d'une mère, stratégique, féroce, éternelle. » J'ai trouvé plus de sa protection au fil des ans, des notes cachées dans des livres que Richard ne lisait jamais, des comptes d'investissement dont il ignorait l'existence, même des lettres pour moi scellées et attendant au bureau de Marguerite pour être ouvertes à des anniversaires spécifiques. La lettre pour mon 30e anniversaire disait « Ma chérie Éléonore, si tu lis ceci, tu as survécu à la tempête que Richard a apportée dans ta vie. Tu es plus forte que tu ne le sais, plus intelligente qu'il ne le supposait et digne de chaque rêve que tu portais. Construis quelque chose de beau. Amour, maman. » Sa vision s'est finalement matérialisée, pas seulement dans les bâtiments, mais dans les vies changées. Chaque bénéficiaire de bourse, chaque décision éthique chez Dubois Construction, chaque limite que j'ai fixée faisait partie de son héritage. « Ta mère joue aux échecs depuis l'au-delà », observa Marc après qu'un autre document stratégique ait fait surface. Elle savait exactement qui était Richard et a planifié en conséquence. Hélène Dubois, architecte, mère, est la joueuse stratégique à long terme que Paris n'a jamais vue venir. Si vous regardez ceci et vivez dans une situation familiale toxique, voici ce que j'ai appris à la dure. Documentez tout, chaque commentaire cruel, chaque écart financier, chaque promesse brisée. Gardez des copies à plusieurs endroits, stockage cloud, coffre-fort, avec des amis de confiance. La preuve est votre armure quand le gaslighting est leur arme. Prenez votre propre avocat. N'utilisez jamais l'avocat de la famille qui pourrait avoir des loyautés divisées. Payez pour un conseil indépendant, même si cela pèse sur votre budget. Marguerite Lefebvre m'a sauvé la vie parce qu'elle travaillait pour ma mère, pas pour mon père. L'indépendance financière est la liberté ultime. Ouvrez des comptes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas. Construisez du crédit à votre nom seul. Même de petits montants économisés secrètement peuvent devenir des fonds d'évasion. Victoria contrôlait par l'argent. Quand j'ai enlevé ça, elle n'avait plus rien. N'annoncez pas des plans, annoncez des résultats. Je les ai laissés planifier mon mariage tout en planifiant leur chute.
Le silence stratégique est puissant. Laissez-les vous sous-estimer pendant que vous vous préparez. Le pardon ne signifie pas l'absence de limites. Je rencontre Richard mensuellement, mais il n'aura jamais accès à ma maison, ma fille ou mes finances. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et quand même vous protéger de lui. Faites confiance à votre instinct sur les gens. Si quelqu'un vous fait vous sentir petit, il vous montre qui il est. Croyez-le. Ne passez pas des années à espérer qu'il change. Construisez votre famille choisie. Les gens qui m'ont soutenu pendant la révélation, Thomas, Marguerite, Marc, ils sont ma vraie famille. Le sang vous rend parents. La loyauté fait de vous une famille. Enfin, souvenez-vous de ceci. La meilleure vengeance est une vie bien vécue, mais la justice aide aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être au-dessus de tout ça pendant qu'ils vous volent. Vous pouvez être stratégique, patiente et dévastatrice si nécessaire. Votre valeur existe indépendamment de leur reconnaissance. Vous devez juste la réclamer. 3 ans plus tard, je me tiens dans mon bureau surplombant la scène, regardant ma fille Hélène jouer avec des blocs de construction. Elle ne remettra jamais en question sa valeur, ni ne m'en dira des miettes d'approbation. Le cycle se termine avec elle. Dubois Construction prospère éthiquement sous la direction de Thomas. La Fondation a financé 150 bourses. Mon cabinet d'architecture vient de gagner un prix national pour le design durable. Victoria a complètement disparu de la société parisienne. J'ai entendu dire qu'elle a déménagé à Nice, vendant de l'immobilier à des retraités qui ne googlisent pas leurs agents. Richard vit tranquillement à Levallois. Nos cafés mensuels sont le point culminant de son monde qui rétrécit. Parfois, je me demande si j'étais été trop dure. Puis je me souviens du vin dégoulinant sur ma robe de mariée. Le portrait de ma mère caché dans un entrepôt. 8 ans d'héritage volé. Non, je n'ai pas été dure. J'ai été précise. Des regrets? Demande Marc, me trouvant dans des moments calmes. Aucun, je réponds honnêtement. Je n'ai pas gâché mon mariage. J'ai repris ma vie. Le soleil d'octobre se couche sur Paris, peignant le ciel de la couleur des possibles. Quelque part, ma mère sourit. Elle savait que je trouverais mon chemin vers ce moment, puissante, libre et enfin chez moi. Justice rendue, limites fixées, vie reconquise. C'est à ça que ressemble la victoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous êtes piégé dans une situation familiale toxique, souvenez-vous, vous méritez le respect. Documentez tout, construisez votre indépendance et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit dans votre propre vie. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice et le courage. Commentez ci-dessous. D'où regardez-vous et qu'avez-vous pensé de la chute de Victoria? À la prochaine.